Bonsoir, bienvenue dans la soirée virtuelle Le Conte en quarantaine. Donc, bien, ce soir, vous aurez la chance d'entendre des conteuses et des conteurs de la francophonie vous raconter des histoires qui dureront de plus ou moins 5 minutes. La soirée, en tant que telle, devrait durer environ 1 heure, 1 heure et quart. Si jamais vous avez besoin de partir avant la fin, sentez-vous bien à l'aise, personne n'en saura rien. Et puis, vous pourrez visionner la fin de la soirée sur la vidéo qui va rester disponible encore sur la page. Exactement. Et même si vous aimez ce que vous entendez, vous avez le goût de suivre ce que les artistes font, eh bien, un lien vers la page, le site web ou la page de l'artiste, des conteuses et des conteurs qui participent à la soirée sera disponible sous la vidéo. Donc, vous êtes bien installés. Vous avez des couvertes, un breuvage agréable à boire. Est-ce que vous avez éteint vos cellulaires? On va vous laisser quelques instants pour le faire. On est prêt? On est prêt. On est prêt. Ok, c'est bon. Eh ben, c'est parti. Bon visionnement! Il était une fois un champ. Et dans le champ, il y avait un plan. Et sur le plan, la plus belle fraise que vous avez jamais vue. Elle était grosse, juteuse, savoureuse, elle sentait bon, puis elle le savait. Et là, il y a une chèvre qui est arrivée, qui broutait dans le champ. Elle s'est approchée du plant de fraise. Bé, 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 bé. Et elle a lâché, juste à côté d'elle, un petit caca. Plouc! Et elle a continué son chemin. Fait que là, t'avais un petit caca, puis la belle fraise. La fraise, quand elle a vu le caca, elle s'est dit « Ouh! Tu pues! T'es laid! Regarde-moi, je suis rouge, je suis bonne! Toi, t'es brun. Moi, je brille! » Et elle a continué comme ça. Je suis belle, je suis brillante. Tosse-toi, va-t'en, va-t'en. Pendant ce temps-là, la chèvre, elle a eu le temps de faire le tour, puis est revenue à côté du plant de fraises. Elle s'est penchée sur la belle fraise. Elle l'a cueillie avec ses dents, et juste avant de l'avaler, la fraise a eu le temps de voir le petit caca qui la regardait pour lui dire « À tout à l'heure! » Bonjour, Marc-André Fortin pour Conte en quarantaine. Petite histoire que je vais vous raconter, pas plus que 5 minutes, qui va être pour les enfants aussi, là, parce que j'ai apporté des accessoires que j'ai volés à mon propre enfant pour pouvoir égayer le visuel de 7 à 77 ans. Et aujourd'hui, je vais parler de Louis Cyr. Bon, mettons, tu n'as aucune idée de c'est qui Louis Cyr, je te dirais, mets-toi à jour sur tes DVD, là. Ils ont sorti un film il y a à peu près 10 ans, puis tu as le temps de te mettre à jour d'un DVD, là, on est en isolement tout le monde, fait que vas-y, consomme. Louis Cyr, OK? Louis Cyr, avant de parcourir l'Amérique au grand complet pour prouver sa force, puis de fonder un cirque, puis aller sur les grands chemins, ou avant même de traverser en Angleterre, là, traverser le grand étang, l'étang qui s'étend, là, l'océan. Mais Louis Cyr était gardien de parc à Montréal. Il parcourait les parcs, il surveillait quand il y avait des problématiques, c'est lui qu'on venait voir, mais il faisait pas ça tout seul, Louis Cyr. Parce que Louis Cyr est analphabète. Bon, là, mettons, tu as 8 ans, tu m'écoutes, tu dis que c'est ça, un analphabète. Je vais te le dire, OK? C'est 3 choses. La première, c'est que tu ne sais pas lire. Tu sais pas lire. La deuxième, c'est que tu ne sais pas écrire. Et la troisième, tu peux pas consommer des céréales alphabètes. Tu ne digères pas ça. C'est comme l'ancêtre du gluten, pour te donner une idée. Mais Louis Cyr, comme il était analphabète, OK, on va prendre Louis Cyr, lui, il avait un collègue pour parcourir les parcs. Puis ça se promenait, puis ça surveillait, puis c'était là. Puis à un moment donné, il t'arrive un charretier
un homme qui a une charrette puis un cheval, puis il court, puis il fait « Messieurs, 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 j'ai un problème. J'arrive de Sorel. Oui, je le sais, j'ai surchargé ma charrette. Puis mon cheval, c'est une vieille picouille, un vieux canasson de 38 ans d'âge. Ben mon canasson, il est mort. C'est peut-être de ma faute, j'allais surcharger une longue route, sa canicule de l'été, il fait 6 jours qu'il fait chaud. Mais là, j'ai besoin d'un rapport. Parce que je t'assurais rien que d'un bar, puis je pense que c'est pas du mien. De Louis Cyr, qui regarde, il dit « Occupe-toi du rapport, m'aller voir le cheval. » Puis il part, puis il s'en va voir le dit cheval. Son collègue, il demande de faire un rapport. Bon, il fait Monsieur, oui, Monsieur Laframboise. Bon, Monsieur Laframboise, il écrit ça. En provenance de Sorel, une charrette, oui, une charrette surchargée, parfait. Livraison à Montréal, chez Joe Beef, pour avoir de l'appétit, du ravitaillement et tout ça. Nom de votre cheval. Le cheval avait un nom à coucher dehors du pas de bon sens, fait qu'ils l'ont appelé Grippette. OK? Fait que Grippette, nom du cheval, tout ça. 31 juillet, il est midi et demi. Tout ça au Square Chaboyer. Chaboyer. C-H-A-B-O-Y-E-R. Ah, peut-être Y-E accent aigu. Peut-être Y-A-I. Ah, peut-être O-I-L-L-E-R. Ou accent. Louis Cyr, comment ça s'écrit? Chaboyer. Louis Cyr, il est là, OK? Il te regarde, le cheval, mort, affalé, la charrette qui est là, accrochée après, surchargée, surchargée, la charrette, puis il te voit ça, puis il fait... le chaboyer, il sait pas, il pense, il cogite, il réfléchit, il te désattelle le cheval de la charrette, OK? Tiens ça. Il te ramasse le cheval sur ses épaules. Il t'attache la charrette après sa ceinture. Puis il part. Puis il marche pendant 75, 125, 150, 200, 225 pas. Il désattelle la charrette. Il replace le cheval. Il regarde son collègue puis il crie « Le cheval est mort sur la rue Notre-Dame, finalement. » Louis Cyr. Oui, il était fort. Mais il était fort. Tellement fort, puis ça a perduré dans les légendes québécoises, puis dans les histoires, qu'ils en ont sorti une loi. La loi Chaboyer. Allez sur les intertoiles, là, faites vos recherches sur Google, t'as le temps. Okay? Je ne sais pas combien de temps qu'on a encore, mais t'as le temps de faire ta recherche pour vérifier la véracité de ce que je te conte là. Puis profite-en pour aller ailleurs sur Internet. Il va y avoir des présentations de slam, des lectures de poésie, des gens qui vont lire des livres. Il y a même du théâtre qui avait été filmé, qui va être présenté. Farfouille les Internets. Il y a partout de la culture à consommer. On ne sait pas pour combien de temps qu'on va être en isolation, en isolement, qu'on va être pris, qu'on va être en quarantaine. Ben des affaires vont se passer. Mais on se rend compte que parce qu'on est isolé, peut-être qu'on se réunit un peu plus. À bientôt. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée dans un train. Il y a un garçon à peu près 25-26 ans qui entre. Il se dirige vers un compartiment. Puis dans le compartiment, il y a un homme à peu près 70 ans. Et puis le garçon, il dit « Pardon, monsieur, pourriez-vous me dire l'heure? » Le bonhomme l'a regardé, puis il a retourné sa tête vers la fenêtre, sans dire un mot. Le gars, il s'est dit, pour moi, il a mal entendu. « Pardon, monsieur, pourriez-vous me dire l'heure? » Le bonhomme le regarde dans les yeux, puis sans dire un mot, retourne la tête vers la fenêtre. Il s'est dit, pour moi, il parle anglais. « Excuse me, my dear mister, do you have the time? » Le gars le regarde. Le bonhomme, là, il le regarde, puis il dit « Moi, monsieur, je connais les hommes. » Puis il retourne sa tête vers la fenêtre. Le gars, insulté, quitte le compartiment sur le champ. La bonne femme qui était dans le compartiment avec le bonhomme, elle a tout vu. Puis elle dit « Pardon, monsieur, pouvez-vous me dire pourquoi que vous y avez pas donné l'heure? Je vois bien que vous avez une montre. » Le bonhomme la regarde. « Moi, madame, je connais les hommes. Qu'est-ce que vous
pensez que ce serait passé si j'y avais donné l'or, hein? Hein? Moi, vous dire, moi, madame, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait assis à côté de moi. Puis qu'est-ce qui se serait passé? Ben, tout le long, on aurait jasé, madame. Tout le long du voyage. Puis rendu à destination, je serais descendue, puis il m'aurait suivi parce que par hasard, il aurait dû passer par chez moi pour se rendre chez lui. Puis qu'est-ce qui se serait passé, madame, rendue chez moi, hein? Moi, vous le dire, moi, madame, je serais rendue mal à l'aise. Fait que je l'aurais invité chez nous. Puis qu'est-ce qui se passe chez nous? Hein? Qu'est-ce qui se passe chez nous, moi, vous le dire, moi, madame? Chez nous, il y a ma fille. Puis ma fille, ben, elle n'a pas de chum. Puis qu'est-ce qui se serait passé, vous pensez, hein? Moi, vous le dire, moi, madame, il se serait plu. Puis ensuite, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, il se serait fréquenté. Puis ensuite, il se serait marié. Puis ensuite, ben, il y aurait eu 3 enfants, madame. 3 enfants. Puis qui c'est qui aurait gardé les 3 enfants pendant qu'il serait parti en voyage? Moi, vous dire, moi, madame. Moi, madame. C'est moi qui les aurais gardés. Puis le petit dernier, là, l'hyperactif, là, il serait rentré chez moi. Puis là, lui, il aurait tout défait ma belle collection de papillons, madame. J'en serais tombée malade. Ça serait tombé dans mon estomac, mon foie. On aurait dû m'opérer. Oui, madame. Puis le jour de l'opération, le chirurgien, ben il serait pas ben en santé parce que la veille, il aurait fêté la graduation de sa fille, madame. Oui, madame. Il aurait raté son opération. Puis je serais mort, madame. Mort. Puis on aurait dû m'enterrer dans une petite tombe. Une petite tombe. Tout ça, madame, à cause d'un gendre qui a pas le moyen de s'acheter une montre. Moi, madame, je connais les hommes. Pas là, mon histoire commence comme ça. Dans ce temps-là, les animaux parlaient. Et il y avait des moments, pas n'importe quelle sorte de moments, des moments souris. Et les moments souris, c'est comme tous les moments, ça prend soin de ses petits. Et le soir venu, la maman souris indique à ses petits le temps de venir manger quelques petites miettes qui ont tombé en dessous de la table. Hein? Les petites souris suivent la maman. C'est une leçon hein, pour le moment de montrer à ces petits souriceaux où se trouve la nourriture. Et si ce n'est pas suffisant, ben, la maman souris, elle sait, elle, où elle est. Le garde-manger. Si la tête d'une souris passe, tout le corps passe. Alors la maman souris, c'est faufilé, et les petites souris ont suivi par en arrière. Dans le garde-manger, là, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des petits morceaux de biscuits qui restaient. Il y avait des petites racinelles, bien prisées, des petites dents d'une souris. Et là, alors, vous savez, les souris, c'est des petites panses. C'est pas long que c'est rassasié. Alors, quand la maman souris a vu qu'ils avaient plus faim, puis d'autant plus que la pleine lune jetait une lumière qui traversait dans la fenêtre, et là, maman souris venait d'apercevoir le méchant et redoutable, le merlin, le matou. Elle s'est dit, oh, c'est pas le temps de rester trop longtemps dans le garde-manger, surtout si vous avez plus faim. C'est plus le temps de rester dans le garde-manger. Hein? Elle dit à ses petits, dépêchez-vous, on s'en va à la maison. Et la maman, de façon sûre, en sécurité, emmène les petits à la maison. Et une fois que tous les petits étaient rentrés dans le trou, en sécurité, là, la maman, elle s'est placée devant la porte. Elle regardait le matou qui le regardait avec des mauvaises intentions. On le savait. Elle le savait. Parce qu'un chat, quand ça a l'intention de faire une attaque, il y a une attitude préalable. D'abord, il se place très immobile. Il peut y avoir la queue qui bouge un petit peu en arrière en forme de serpent. On peut voir aussi les oreilles bouger un peu, qui sont orientées vers la proie. Les moustaches sont raidies. Et là, le méchant Merlin, le matou, s'apprêtait à bondir sur la pauvre maman souris. Et la maman souris, elle l'attendait. Et elle a fait... Et là, Merlin, le matou, a arrêté. Il a regardé. J'ai un compétiteur. Peut-être un chien. C'est pas agréable pour un chat de rencontrer un chien qui a faim. Il a pensé que c'était plus sage, pour le moment, hein, de remettre la situation à un autre moment. Donc, il s'est en allé dans ses appartements. Et là, la maman souris, quand elle a vu le chat s'en retourner, elle s'est retournée sur un bord, elle s'est retournée sur l'autre bord. Elle a dit, tiens, les enfants, vous voyez comment c'est important de connaître une deuxième langue? Cette histoire-là m'est arrivée il y a une couple d'années. C'était un soir d'hiver, mi-décembre.
il s'est mis à tomber une neige, une neige de nostalgie. Une neige de petits gars, de petites filles qui a le goût d'aller jouer dehors. Ma blonde qui était là avec son ami, en voyant tomber cette neige-là, ils ont décidé d'aller faire un phare dans la ruelle en arrière. Francis, viens-t'en, viens-t'en. Alors, moi, je ne me tentais pas. Un lundi soir, c'était des émissions à TV, puis je les entendais crier, je les entendais rire, puis à un moment donné, regarder par la fenêtre. Je suis sorti. On s'est construit le plus beau des phares, un phare d'adulte. Pas comme les phares d'enfants, là, qui ont un pied de haut, qui a tout lettre. Tout... Non, non, un vrai phare. Un phare d'adulte avec un bar dedans. 2-3 jours après, je reviens de travailler, puis ma blonde, elle me montre une lettre qu'elle a trouvée sa galerie. Elle a dit qu'elle avait entendu des bangs dans la fenêtre. Elle est sortie, il y avait des traces de balles de neige. Sa note, c'était écrit « Vous n'êtes pas tout seul à avoir un phare dans la ruelle. Rendez-vous lundi prochain, 8 h. » Hey, eux autres, ils s'étaient préparés, crinqués, toi, chose, des balles de neige qu'ils avaient faites dans la maison, qu'ils avaient mis au congélateur. Nous autres, on s'était dit qu'on était pour trouver ce qu'il fallait. Ils ont lancé le premier assaut. Je me suis lancé au combat pour protéger ma blonde et ses amis. La mitraille de boules de neige, c'est pas grave, ça fait pas mal. Puis j'ai même inventé, cette fois-là, une nouvelle arme pour pallier au fait qu'on ne s'était pas préparé comme eux autres, la catapelle. Une pelle sur l'épaule avec de la neige dedans, principe de levier. Après avoir assommé 2-3 personnes avec ça, on a fini par faire la paix, par s'installer, déboucher les bouteilles de vin puis de phare. Puis on a passé une bien belle soirée. D'un phare à l'autre, à faire le party. Puis, même si la guerre, pas une raison pour ça faire mal, je peux vous dire que ce soir-là, l'amour a pris son temps parce que l'ami de Sophie puis un gars l'autre bord, ils ont fini ensemble. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier, à réchauffer l'hiver frileux. L'amour a pris son temps. Il était une fois une princesse qui n'était guère appréciée au sein du royaume parce qu'elle passait ses journées allongée dans l'herbe, à regarder les nuages, à écouter les oiseaux, à observer les feuilles danser dans les arbres, au lieu de apprendre le tricot ou la broderie. Alors quand on la traitait de paresseuse, elle répondait « Non, je suis une grande rêveuse ». Son père, le roi, la voyait si insouciante, et il savait, lui, que ses jours étaient comptés, qu'un jour sa fille devrait prendre la relève. Mais il avait si peur pour elle. Il espérait secrètement que sa fille se décide enfin à se marier. Apparemment, ça ne l'intéressait absolument pas, malgré tous les arguments que le roi essayait de trouver. « Ma fille, si tu te maries, tu auras quelqu'un pour te protéger. »« Mais père, je sais manier le sabre comme personne. »« Ma fille, si tu te maries, tu auras quelqu'un avec qui parler. »« Père, regarde, je parle déjà aux oiseaux, aux animaux. »« Ma fille, si tu te maries, ça sera plus facile pour toi de régner. »« Père, tu penses donc que je ne suis pas capable de le faire toute seule ?» Le roi a bien senti qu'il était inutile d'insister. Il a abandonné l'idée. Et les jours et les semaines ont passé. Mais la princesse voyait bien que son père dépérissait, sortait de moins en moins. Puis son père était le roi. Et on ne refuse rien au roi. Alors un jour, elle a accepté. Elle est allée le voir, elle est « D'accord, père, je vais me marier. Mais j'aimerais tellement que mon futur époux soit un rêveur, un poète, qu'il soit imaginatif, surprenant et que... Oui, c'est ça. Oh, j'ai une idée. Je voudrais que mon futur mari soit capable de remplir ma chambre du sol au plafond, de mur à mur et jusque dans les coins de n'importe quoi pourvu qu'elle soit entièrement remplie. Ça, c'est une bonne idée. » Malgré cette exigence très surprenante, le roi a fait promulguer l'annonce. Sa fille était prête à se marier. Et du jour au lendemain, des dizaines et des dizaines de prétendants ont afflué au château, tous accompagné de charrettes énormes remplies des matériaux les plus divers. Le premier essayait de remplir la chambre de la princesse de pierre. Mais il pense avoir réussi, mais à la fin, la princesse lui a fait remarquer qu'entre chaque caillou, il restait de l'espace. C'était raté.
Un deuxième assis avec du sable, mais plus le tas de sable augmentait, plus le sable dégringolait, il n'a jamais réussi à toucher le plafond. Un troisième assis avec de l'eau. Mais l'eau passait par les fenêtres, passait par la porte. Il n'a pas réussi. Et certains ont essayé avec des confettis, avec des tissus, avec des plumes, tout ce qui leur tombait sous la main, mais en vain. Il n'en restait plus qu'un. Un seul homme, qui lui n'avait qu'une petite besace avec lui. Et quand il est rentré au château, il n'est pas allé tout de suite dans la chambre de la princesse. Il a demandé si elle voulait bien l'accompagner dans les jardins. Elle a accepté. Ils y sont allés tous les deux, et là, ils se sont allongés dans l'herbe. Ils ont regardé les nuages, écouté le chant des oiseaux, regardé les feuilles des arbres danser. Ils ont parlé, ils ont chanté. Et quand l'obscurité a commencé à tomber, ils sont allés dans la chambre de la princesse. Alors le jeune homme a sorti de sa besace une chandelle. Il l'a posée sur le sol de la chambre de la princesse et il l'a allumée. Et à ce moment-là, la lumière a envahi la chambre, du sol, au plafond, de mur à mur et jusque dans les coins. Et c'est à cet instant précis que la princesse a su qu'elle venait de trouver son fiancé, la lumière de sa vie. Là, ben longtemps, là, ça, là, je vous dis ça, mais ça, c'est que si je me suis fait raconter par mon cousin qui était le père de la grand-mère de la femme d'en face. Okay. Là, ça donnait que ses grands-parents, il y avait une histoire qu'il aimait partager, puis il racontait quand il était jeune. Puis ça l'a tout le temps fasciné. C'était un beau village. Eux autres, ils habitaient dans un village où ce que le maire, il était fier. Il était fier de son village parce que les gens s'entraidaient, puis il n'était pas gêné pour dire qu'il était fier. Il invitait le maire du village voisin, puis là, il l'invitait tout le temps, là, une fois par mois, à l'heure du dîner, puis il allait là, sur le restaurant, il y avait une terrasse, puis là, il regardait, il disait à son ami qui était le maire du village voisin, il disait, regarde, là, tous les gens ici du village, là, tout le monde s'aime, tout le monde s'entraide, là. Tu vas voir, les gens même ici, là, ils sont vraiment intelligents. Tu peux leur poser n'importe quelle question, là, puis ils vont trouver une réponse. Fait que son ami, il dit, ah ouais? Il dit, oh, oui, là, n'importe quelle question, là. Il regarde, il dit, ah, toi, là, il pointe Tijan. Tijan, c'est sûr que c'était celui qui était un petit peu plus intelligent du village, mais il était aussi un qui aimait faire des petits coups. Fait qu'il dit, hey, Tijan, viens-t'en, là. Tijan regarde, dit, ah, bonjour, monsieur le maire, ah, vous êtes avec votre ami. Il dit, oh oui, Tijan, là, tu sais, j'ai dit à mon ami ici, là, le maire du village voisin, que ici, là, les gens, ils peuvent répondre à n'importe quelle question. Ça fait que je veux que tu répondes à la question de mon ami. Tijan regarde son ami, il dit, ah ben oui, ça va me faire plaisir, monsieur, ben juste posez-moi votre question. Ça fait que le maire du village voisin, il regarde son verre de vin. Puis Tijan aussi, il voit le verre de vin, puis il voit que c'est la bouteille de vin d'un cru très spécial. Il sait que le maire, il sort ça là, juste dans des occasions spéciales. Il voit que le maire du village voisin, il regarde son verre, puis il dit, tiens, mon verre, là, il est-tu à moitié vide ou il est à moitié plein? Tijan regarde le maire du village voisin, il dit, ben, OK. Avant de vous répondre, monsieur, là, j'aimerais ça juste prendre votre verre, juste pour l'observer. Fait que le maire du village voisin dit, oh oui, il donne le verre. Tijan regarde le verre, il sent, il voit que c'est quelque chose de qualité. Il dit, bon, ma réponse, là, c'est que si, là, je serais quelqu'un, là, de très, très sage, là, je dirais que le verre, il est à moitié plein. Si je serais quelqu'un de très intelligent, je dirais que le verre, il est à moitié vide. Mais parce que toutes les expériences, ça vaut la peine d'y vivre, le verre, il est remplissable. Puis là, il voit tout, puis il donne le verre vide. Fait que le maire du village voisin, il prend le verre, puis le maire qui est là, ah, je l'avais dit, hein, ils sont capables de répondre à tout ici, là. Fait que l'autre dit, OK.
Fait que les deux étaient contents que le maire ait dit « Ah, vraiment, c'était une belle après-midi. » Ça restait de même. Ça restait de même pour une trentaine d'années. Ça donnait que là, le maire, il se faisait vieux, puis dans ce village-là, il y avait un règlement spécial qui faisait que quand c'était le temps que le maire prenne sa retraite, il faisait un concours. Puis là, il voulait faire quelque chose d'original, il dit « Ah, si on pouvait me poser n'importe quelle question, si je ne suis pas capable de répondre, c'est vous qui allez être maire. » Ça fait que là, les gens qui étaient intéressés au village, ils s'en allaient, ils faisaient une ligue, tout ça, puis là, ils posaient une question au maire, puis à chaque fois, le maire donnait une bonne réponse, puis il passait au suivant, il passait au suivant, jusqu'à temps que tu as une jeune fille, là, à peu près 18 ans, elle s'approche du maire, elle dit « Ah, c'est le maire. J'en ai une question pour vous. Tu sais, un verre, là, c'est-tu à moitié vide ou à moitié plein? » Puis le maire, il se rappelle de bien des années passées. Il dit « C'est vrai, hein? Ah, je te reconnais, toi. Ah, t'es la fille de Tijan. » Qu'est-ce que Tijan y avait répondu? Puis là, le maire, il pense, puis. Je me rappelle plus. De gagner, c'était quoi la réponse? Elle dit, monsieur le maire, le verre irremplissable. C'est vrai. C'est comme ça qu'il est devenu la nouvelle mairesse. Puis le maire, il en a profité pour boire son vin de cru spécial. Chères conteuses, chers conteurs, et vous, amis des conteuses et des conteurs, vous qui vous ennuyez tout seul chez vous, savez-vous que... 1, 2, 1. Au pays de la Gardée, il y avait une fille qui aimait si trop vanille, soit. Au pays de la Castille, il y avait un garçon qui vendait vanille et citron. Vanille et citron. Au pays de la Gardée, il y avait un garçon qui aimait citron et vanille, soit. Au pays de la Castille, il y avait un garçon qui vendait vanille et citron. Vanille et citron. À Sainte-Gertrude, dans le village d'où je viens, il y avait un homme qui s'appelait Tyrol. Tyrol, il était atteint d'une maladie incurable. Une maladie que probablement plusieurs personnes près de vous ont. La maladie du ramassage. Tyrol, c'était un ramasseux. Il faisait tous les encans, les ventes de garage qu'il pouvait avoir dans la région. Tyrol, il ramassait, tellement que sur son terrain, il n'y avait pas une grange pour remplir de plein de toutes ces cochonneries et ces patentes, il y avait 2 granges. Ça n'a pas pris du temps qu'il l'a rempli. Puis Odette, sa femme, était étonnée de voir toutes ces cochonneries-là sur le terrain, parce qu'il s'était étalé, hein? Le monde des villages alentours venait voir l'exposition d'objets de seconde main que Tyrol y avait sur son terrain. Mais Tyrol, par contre, malgré sa maladie, c'était un bon vivant, puis c'était quelqu'un qui aidait. Ah, il aidait, il était prêt à donner, puis à prêter n'importe quoi qu'il y avait chez eux, à n'importe qui, si ça pouvait être utile. Fait que les gens du village, ils l'aimaient, Tyrol. Justement, au village, 100e anniversaire. Hey, le maire a vu de l'argent, toi, pour organiser une belle soirée dansante à la petite école. Fait que, ils ont fait venir un groupe de musique. Odette, par contre, quand elle a appris ça, elle a compris que le monde des villages alentours allait venir faire leur tour. Fait qu'elle est allée voir Tyrol dans une de ses granges, puis elle dit là, tu vas ramasser tes cochonneries sur le terrain pour la visite, puis vite. Tyrol, il aimait sa femme. Fait qu'il a ramassé les affaires qu'il y avait sur son terrain, il a enlevé ça de là, puis il a rempli les 2 granges qui étaient pratiquement déjà pleines. Ils ont été pleines à craquer, les 2. Il n'a pas le choix, il restait encore des affaires sur le terrain. Fait qu'il a rentré ça dans sa cave. La cave, elle s'est remplie comme jamais. Les pièces, il était obligé même d'en mettre la moitié de son corridor, ben plein d'affaires. Le salon condamné. Arrivé la soirée dansante à la petite école.
Ils se sont habillés propres, puis en dessous du carpot, il y avait encore plein d'affaires. Fait qu'avant que le monde des villages s'en vienne alentour, ils ont pris les affaires sur le carpot, puis ils ont rentré ça en dedans, condamné le salon, condamné la cuisine. Ils ont mis ça partout, c'était plein, la maison était pleine à craquer. Ils ont même rempli l'entrée, puis de peine et de misère, Tyrol a réussi à fermer la porte. Ils sont partis à la marche jusqu'à la petite école pour fêter. Puis quand ils sont rentrés en dedans de ça, Tyrol, le bon vivant, il a parti le party, il a ramassé le monde aux tables qui étaient assis. Puis ah ouais, venez danser! Tyrol, c'était un bon vivant. Le monde en dedans de ça, ça se réchauffait, ça partait, le party était là. Mais Odette est venue voir Tyrol entre deux danses. Il a fait comprendre qu'elle avait oublié son petit jacket à la maison. Elle a commencé à avoir un peu froid. Tyrol n'a pas le choix. Il y avait sa femme. Fait qu'il est parti du party, il est retourné à pied jusqu'à chez eux, à l'entrée du village, pour aller chercher un petit jacket à Odette. Fait qu'arrivé sur le terrain, il voyait tous ces spots de pelouse jaune avec les affaires qu'il avait rentrées en dedans. Il a vu ses deux granges bien pleines à craquer, puis sa petite maison, son petit bungalow, qui avait l'air d'être enflé. Là, il s'est approché de la porte, il se rappelait le petit jacket, fallait qu'il aille chercher. Il a juste eu le temps de tourner un peu la poignée de porte de la maison du bungalow que le mur au complet lui est tombé dessus. Son plus grand défaut, son ramassage, était en train de l'écraser. Il avait beau crier, il avait beau le monde dans la petite école avec la musique au fond, on pouvait pas l'entendre. Tyrol, il se débattait, mais ça empirait sa situation. Il y avait de la misère à respirer. Fait qu'il avait beau pas être trop croyant, il s'est mis à prier le bon Dieu. Bon Dieu, aide-moi. Je veux juste revoir ma famille, mes amis, le monde du village. Aide-moi, j'ai compris. Je vais me débarrasser de mes cochonneries. Aide-moi, bon Dieu. Le bon Dieu n'a pas répondu. Il devait être occupé. Tyrol, il s'est fermé les yeux. Il a compris que c'était à la fin. Il a senti son corps se soulever, partir au ciel. Il s'est même mis à entendre des voix d'ange. Tyrol! 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 Les voix étaient familières. Il reconnaissait les voix. Tyrol! Le mur est tombé, faut l'aider! Ben oui! C'était le monde de la petite école qui s'était envenu. Parce que là, à un moment donné, tout le monde était retourné assis aux tables, il n'y avait plus personne qui dansait. Tyrol n'était pas là pour lever le party. Fait qu'ils ont compris, ils sont allés voir Odette. Ils ont dit, où Tyrol? Elle a dit, ben, je l'ai envoyé à la maison, une jaquette. Fait qu'ils sont partis de la petite salle. Ils sont allés voir, puis ils ont vu le mur du bungalow tomber sur Tyrol. Hey! Ça a pris 2 jours pour sortir Tyrol de là, toi. 2 jours à enlever les cochonneries, les patentes, les gogos qu'il avait ramassés. Tyrol s'en est sorti. Quelques jours plus tard, il s'est rappelé de la promesse qu'il avait faite au bon Dieu. C'était un homme de parole, hein? Qui a pensé à ça, puis Tyrol, il s'est ouvert un marché aux puces. Le marché aux puces de Sainte-Gertrude. C'est Tyrol qui avait ça. Il a toujours eu sa maladie, il a continué à ramasser, mais il vendait plus que ce qu'il ramassait. Fait que tranquillement, les 2 granges se sont mis à se vider, la cave aussi, le terrain s'est mis à être plus propre. Puis Tyrol, il y a eu des enfants, dont ma mère. Il y a eu des petits-enfants, dont moi. Puis ce qu'il disait tout le temps, Tyrol, c'est ce qui est important dans la vie. Hein? Ce qui est important, c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime. Leur dire qu'on les aime. Profiter de la vie, s'amuser, fêter. C'est ça qui est important dans la vie. Et pas le matériel. Fait que merci Tyrol pour ces belles paroles. J'ai entendu l'appel du premier ministre. Alors évidemment, j'ai répondu. Hein? Et puis le premier ministre, il m'a dit, Nicolas, écoute, il y a le coronavirus. Je dis, le corona quoi? Il m'a dit, c'est un virus grippal. Je dis, un virus grippal, ça ne pourra pas être un virus gris foncé. Je dis, Nicolas, c'est pas le temps de faire de l'esprit, c'est dangereux. Ce virus-là, il peut être très, très dangereux pour toi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit, si tu vires malade, tu tombes sur le dos, tu viralité. Je dis, c'est dangereux. Il dit, oui, il faut que tu restes à la maison, tu ne fais pas de spectacle, tu restes en quarantaine. Absolument. Je dis, mais pour combien de temps? Durée indéterminée. Ah bon. Merci du conseil, monsieur le premier ministre. Il dit, pas de problème, je mettrai ça sur tes impôts. Alors, j'ai raccroché, je me suis un peu inquiété quand même. Alors, j'ai décidé d'aller au Costco pour aller faire des réserves au cas où ça dure très, très, très longtemps. Et je suis arrivé là,
Et là, j'ai vu qu'il y avait des centaines, vraiment des centaines de personnes en quarantaine. Donc, il y avait énormément de gens qui avaient répondu à l'appel du premier ministre. J'étais vraiment fier. Je me suis dit, des centaines de gens en quarantaine, ça fait de nous des milliers solidaires dans cette grave situation. Et là, j'ai voulu rentrer dans le Costco et il y a une dame qui m'a bousculé, une dame qui était grippée. Et alors, je lui ai dit, écoutez, madame, on ne pousse pas. Elle a dit, ben, écoutez, moi, je suis grippé, je pousse pas, je tousse. Ah, vous toussez et vous n'avez pas peur de la contagion? Ben, je n'ai pas besoin d'avoir peur de contagion. Elle dit, je suis déjà grippé. Je dis, écoutez, madame, c'est de l'égoïsme, ça. Elle dit, mais comment ça, de l'égoïsme? Écoutez, moi, je partage mes microbes avec les autres. J'avoue qu'elle avait un bon point et je voulais pas qu'elle me prenne en grippe, donc je lui ai dit, écoutez, madame, vous n'avez pas entendu l'appel du premier ministre, vous n'y avez pas répondu? Elle dit, ben oui, absolument, c'est pour ça que je suis ici, je m'en vais chercher du papier hygiénique. J'ai dit, ah ben là, écoutez, vous avez du toupette, vouloir me passer comme ça sur le dos. Elle dit, oh oui, j'en ai du toupette. Après tout, quand on a de la toux à ce point-là, ça peut sortir par une extrémité ou à une autre, alors j'ai besoin de papier de toilette. Et là, je me suis pas senti très très bien. Alors, je suis parti à ma voiture, j'ai mis la clé dans le démarreur, et le moteur a toussé. Alors, je me suis dit, ben voilà, on m'avait dit que c'était un problème de transmission, voilà, c'est fait, ma voiture est malade, je suis malade moi aussi, j'ai le coronavirus, je vais mourir. Et là, j'ai pensé à ma femme, à mes enfants, que je laisserais dans le besoin, et je me suis dit que ce serait peut-être pas bête de pouvoir leur laisser un petit quelque chose, donc j'ai appelé mon assureur. Alors la dame a répondu à l'autre bout de la ligne et je lui ai dit, écoutez madame, j'ai le coronavirus, je vais mourir. Et la dame m'a répondu, est-ce que vous avez des symptômes? Et là j'ai attendu à son accent que c'était une hispanophone. Je me suis dit, il n'y a rien de mieux qu'une espagnole pour parler de grippe. Alors je lui ai répondu, nausée. Elle a dit, ah ben là voilà, si vous avez de la nausée, ben oui, il y a un risque évidemment. Est-ce que vous avez de la toux? Madame, vous me devancez, vous avez vraiment tout compris, c'est ce que je veux une assurance tout risque. Ah, ben une assurance tout risque, c'est facile, monsieur. Alors elle me dit, je vais seulement avoir besoin de vous poser quelques questions avec mon formulaire en ligne. Je dis, allez-y, madame, on a tout notre temps. Je suis confiné présentement dans mon auto. Elle m'a dit, oui, c'est justement la question que je devais vous poser. Est-ce que vous êtes confiné? Je dis, ben oui, absolument. Est-ce que vous êtes sorti? Je dis, ben, non, je ne suis pas sorti. Vous me l'assurez? Autant que vous. Hein. Alors, elle m'a dit, bah, écoutez, voilà, donc si vous êtes confiné, votre assurance tout risque va vous coûter 500 $. 500 $? Mais voyons, madame, 500 $, mais c'est une fortune. Elle m'a dit, il n'y a rien là par les temps qui courent. Elle dit, écoutez, ceux qui ne sont pas confinés, ça leur coûte le double. Ça leur coûte le double. Mais comment vous faites, madame, pour déterminer que ça va être le double pour quelqu'un qui n'est pas confiné? C'est une question d'actuaire. Et la dame m'a répondu, non, monsieur, c'est une question d'actualité. Voyez-vous, on suit beaucoup les médias, nous, les assureurs, pour savoir qui on va faire payer, et on s'est aperçu que les gens qui courent à l'épicerie, au Costco, dès qu'il y a de moins d'urgence, nous permettent de facilement définir la distinction entre les confinés et les confinis. C'était un homme. Un homme qui vivait avec sa femme, avec ses enfants, dans une maison qu'il avait bâtie. Il y avait de la terre autour de la maison, des champs, un peu de forêt. À chaque jour, l'homme partait. Puis tout dépendant de la saison, il allait couper du bois, il allait labourer, semer, récolter, faire les foins, s'occuper de tout ce qu'il y avait autour. Chaque jour, il se posait les mêmes questions. À quoi ça sert? Pourquoi travailler autant? Un matin, il était en train de labourer. Il faisait beau. C'était le printemps. Et puis, sa femme y avait préparé de quoi manger quand il aurait faim. Et puis, il s'est arrêté. Il faisait tellement beau. Il s'est assis sur sa grosse roche qu'il aimait tant. Il a sorti ce qu'il y avait dans sa besace. Il a commencé à manger en se posant les mêmes questions.
Pourquoi travailler? À quoi ça sert? Il était en train de se poser ces questions-là quand il a entendu un oiseau chanter. Il s'est passé quelque chose en dedans de lui. Il a senti son cœur battre plus lentement. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en lui, puis il a écouté le chant de l'oiseau. Il n'y avait plus de questions. Il n'y avait plus de réponses. Tout ce qui comptait, c'était le chant de l'oiseau. L'oiseau s'est envolé un peu plus loin. L'homme l'a suivi. Il était hypnotisé par ce chant-là. C'était tellement beau, tellement apaisant. C'est comme si à chaque fois que l'oiseau chantait, il déposait dans le cœur de l'homme un peu de lui-même. C'est comme s'il faisait son nid en y installant une petite brindille puis une autre. Et puis l'homme a suivi l'oiseau comme ça toute la journée. Quand le soleil est descendu à l'horizon, il a pensé à sa femme, à ses enfants. Fait qu'il est revenu chez lui. Il a vu la maison au loin, les pommiers. Il s'est dit qu'il avait besoin d'être taillé, ces pommiers-là. Il a monté sur la petite galerie. Ah! Il y a une marche qui a besoin d'être changée. Puis la galerie aurait bien besoin d'être peinturée. Il a ouvert la porte de la maison. Il reconnaissait rien. Il s'est avancé. Il y avait une femme assise qui se berçait, une femme aux cheveux blancs. Il s'est approché d'elle. Il a reconnu les yeux de sa femme. Mon amour, te voilà enfin. Je t'ai attendu, tu sais. Il y a tellement longtemps que t'es parti. Les enfants ont grandi, ils sont partis à leur tour. Puis moi, je t'attendais. Mais t'as pas changé. T'as pas vieilli. Viens t'asseoir, mon amour. Raconte-moi ton aventure. L'homme s'est assis à côté de la femme, de sa femme. Il a pris ses mains entre les siennes, il l'a regardé dans les yeux, il a souri, il a ouvert la bouche, et puis s'est mis à chanter le chant de l'oiseau. À un moment donné, j'avais été invité dans un festival de contes à Natashquan. Puis il m'avait demandé de faire une nouvelle histoire, quelque chose que j'avais jamais raconté. Mais étrangement, cette semaine-là, il n'y a rien qui me venait. Pas d'idée à rien. Fait que j'étais bien découragé. Je suis allé sur la plage à Natashquan, je me suis assis par terre, puis j'ai pris une brosse. Elle. Puis je trouvais ça drôle parce que cette brosse-là, clairement, la plage de Natashquan, c'était pas sa place. Mais comme souvent dans la vie, pour savoir là où on va, il faut savoir là d'où on vient. Je me suis demandé, ma brosse, elle venait de où? Elle venait de la plage de Natashquan, c'est sûr, là, mais plus que ça, ma brosse était faite en quoi? Ma brosse était faite en plastique. Fait que là, je me suis demandé, le plastique, ça vient de où, le plastique? Ça vient des usines de plastique, c'est sûr, mais plus que ça, le plastique, c'est fait en quoi? Le plastique, c'est fait en pétrole, hein? Fait que là, je me suis demandé, le pétrole, ça vient de où, le pétrole? Ça vient des puits de pétrole, c'est sûr, mais le pétrole, c'est fait en quoi? C'est fait en dinosaures, hein? Qui ont été écrasés pendant des centaines de millions d'années sous la croûte terrestre. Fait que là, je me suis demandé, un dinosaure, là, c'était fait en quoi, un dinosaure?
Ben, c'était fait en chair et en os, je suppose, mais plus que ça, les dinosaures, ça mangeait quoi? Ben, les dinosaures, ça mangeait, soit ça mangeait d'autres dinosaures, soit ça mangeait des plantes. Fait que là, je me suis demandé, une plante, ça mange quoi une plante? Ben, ça mange de la terre, hein, puis du sable. Fait que là, je me suis demandé, du sable, quand il y en a beaucoup à la même place, ça fait quoi? Ben, ça fait une plage. Ce qui fait que si on remonte l'histoire jusqu'au début, on se rend compte que la plage, pour la brosse, c'était pas si fou que ça comme place où être. Ce qui me fait dire que des fois, prendre une brosse, ça peut donner mal à la tête. C'est un homme et son chien. Misère et pauvreté. Pauvreté, c'est le chien, éternel affamé. Et misère, c'est l'homme qui cherche à le nourrir avec son seul métier, artisan de la cire. Personne ne niait son talent dans son art, mais d'aucun ne pouvait investir pièce d'or dans son pauvre atelier qui s'effondrait en ruine, ni pour l'une ou l'autre œuvre. Les deux criaient famine. Un beau jour, le bon Dieu et un ange le virent condamné pour manger à liquider sa cire. Mais le pauvre était pauvre non par incompétence, mais le pauvre était pauvre par manque de chance. Cette chance, Dieu alla la lui offrir sous la forme d'un riche amateur de la cire ainsi que son valet, silencieux en arrière. Petit ange discret analysait misère. Une fois la commande sans défaut accomplie, le bon Dieu lui offrit un montant infini et, en plus de l'argent, bon Dieu allait faire que s'exaucent 3 vœux qui lui sont les plus chers. Petit ange souffla « Souhaite le paradis !» Misère répliqua « Je commence ma vie. Pourquoi penserais-je à mon âme, à ma mort quand mes propres voisins s'invitent chaque soir? Ils méritent, bon Dieu. Je veux vous demander pouvoir par la pensée fermer mon atelier. Que rien n'entre ou ne sorte contre ma volonté. » Et Dieu ne dit qu'un seul mot. Accordé. Et comme second vœu, c'est petit chenapan et que toujours mes pommes dès que je suis absent. Je veux que cela cesse. Je veux que mon pommier ne laisse rien sortir contre ma volonté. En troisième, j'avoue, j'hésite encore un peu. Souhaite le paradis, redit l'ange de Dieu. Non, 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 non. J'ai trouvé mon idée. Que de tous les artistes, je sois le plus doué. Je souhaite modeler avec ma volonté la cire entreposée dans mon humble atelier. Et Dieu ne dit encore qu'un seul mot. Accordé. Les deux sont partis comme ils sont arrivés. Misère et pauvreté, alors bénis de Dieu, menèrent une vie de bonheur luxueux. Ils vivaient chaque jour de nouvelles jouissances jusqu'à celui où vint l'heure des conséquences. La grande faucheuse. Les deux amis la virent venir de l'horizon vers l'atelier de cire, dans lequel Misère et son chien s'enfermèrent, attendant que la mort les amène en enfer. Mais quand la mort entra dans la dite maison, l'homme et le chien sortirent et crièrent du balcon. « Te voilà prisonnière, dis donc qu'on m'a donné. Pour te laisser sortir, concluons un marché. Tu n'as pas trop le choix. Je veux 20 ans encore et te délivrerai. Sommes-nous d'accord? Bon. » Contrit comme elle l'était, la mort dut accepter, mais elle les maudit avant de s'en aller. Puis 20 ans parut 10 ans pour l'homme et pour le chien, et ce ne fut pas long que Faucheuse revint. Comprenant tout le sens de la malédiction, Misère et pauvreté quittèrent la maison. Quand la mort approcha, ils grimpèrent à l'arbre. Faucheuse leur cria « Me crois-tu incapable? Qu'importe où tu seras, misère, je t'aurai. Descends-toi de cet arbre, ou moi je monterai. » Et ne recevant pas réponse de Misère, la mort saisit sa faux, en éleva le fer. Le bout de celle-ci se coinça dans les branches de ce trop grand pommier au pouvoir plus qu'étrange. La mort était vaincue grâce à l'arbre enchanté. Misère marchanda encore 20 années. Et les 20 ans passèrent aussi vite que 2, tant les deux s'amusèrent avec les dons de Dieu, mais plaisir sonne ici comme malédiction, car Faucheuse revint marchant vers la maison. Misère et pauvreté n'accrurent pas leurs yeux, la voyant escortée d'un être ténébreux. Faucheuse s'était plainte à son chef immédiat, et le diable en personne approchait à grands pas. À leur grand désarroi, ni l'homme ni le chien ne fit preuve d'émoi, jouant mais ne de rien.
Les pas de la faucheuse et pire pour le diable allaient s'alourdissant s'enfonçant dans le sable. Quand ils furent assez près pour entendre leur rire, ils virent que le sable camouflait de la cire. À leur grande surprise, les remplissant d'effroi, la cire s'éleva. Elle captura ses proies. Ils restèrent captifs durant plus de 3 jours, jusqu'à ce que Dieu intervienne à son tour. Depuis 3 jours, le monde est beaucoup trop instable. Pour rectifier cela, libérez mort et diable. Mais je reste un Dieu juste et en contrepartie, je peux bien vous laisser 20 autres ans de vie. Mais il mit au marché une autre condition. Quand la mort reviendrait, ce serait pour de bon. Par la même occasion, ils durent renoncer à chacun des 3 dons qu'il leur avait laissés. Et puis, durant 20 ans, misère et pauvreté menèrent une vie d'artisans consumés. Ils en ont apprécié chacune des secondes, jusqu'à ce que vint celle de quitter notre monde. Ils accueillirent mort comme une vieille amie, et le sourire aux lèvres, vinrent au paradis. Mais une fois à l'entrée, on leur barra le chemin. Vos âmes pèsent trop lourd, que leur dit le gardien. Il aurait mieux fallu souhaiter le paradis, car la mort, c'est plus long que ne fut votre vie. Ils n'eurent guère d'autre choix que d'aller en enfer, s'attendant à trouver portique grand ouvert. Mais, rancunier, le diable ne voulait pas permettre qu'ils entrent dans son monde lui rappelant sa défaite. Il leur barra le chemin juste avant leur entrée. Misère et pauvreté ne savaient où aller. Ils errèrent ainsi entre ciel et enfer au point de revenir habiter notre terre. Et ça explique pourquoi, partout à la ronde, misère et pauvreté sont toujours de ce monde. Ça vous est-il déjà arrivé de prendre la route pour Latuc, la 55, puis à hauteur de Shawinigan, d'apercevoir dans une nuit noire, presque opaque, pas de lune dans le ciel, d'apercevoir une forme blanche aux abords de l'autoroute, une forme blanche qui représente étrangement une dame blanche. Jadis, naguère en Mauricie, la belle Mathilde Gélina espérait marier le beau Louis-André. Mais le père à Mathilde, il n'y avait pas trop Louis dans le collimateur. C'était pas un gars qui était très vaillant dans la vie, puis il pensait pas qu'il serait bonne personne pour Mathilde. Fait que Louis avait voulu prouver au père de Mathilde qu'il serait capable de s'occuper de sa fille et d'avoir assez d'argent pour. Comme bien du monde de l'époque, ce qui était ce que là, beaucoup de monde ont fait, c'était s'engager comme bûcheron pour des compagnies comme la Belgo ou la Laurentide. Et qui s'est engagé comme bûcheron, il est monté au nord de la Tuque. Puis tout l'hiver durant, dans un camp fret, lui puis bien d'autres hommes ont bûché du bois. Puis ils ont bûché du bois, puis chaque fois qu'ils bûchaient du bois, ils prenaient les rondins de bois puis ils les mettaient dans la rivière Saint-Maurice. Chaque rondin s'accumulait dans la rivière en attente du printemps que la rivière cale et que ça puisse descendre. La pitoune qu'on appelait ça. On allait descendre la pitoune pour aller voir les pitounes en ville. Bon, Louis, sa pitoune, c'était Mathilde. On appelait ça comme ça parce que les foremen, c'était souvent des anglophones puis ils étaient pas capables de parler le français, ben souvent ils s'exprimaient comme ils pouvaient. Puis ils disaient aux boys, dans un langage simple, « Go to the Happy Town ». Happy Town, c'était Trois-Rivières. Quand est arrivé le printemps, puis justement la rivière a commencé à craquer, que les bûches ont commencé à prendre leur place dans la rivière, ben Louis s'est fait engager comme draveur. Moi t'as dravé, moi, la pitoune, inquiète-toi pas, ça va descendre. Il y avait un bonus à la prime si tu descendais, si tu conduisais super bien le bois. Donc lui était à l'affût de toute somme d'argent supplémentaire. Il s'est engagé comme draveur. Puis il était même pas pire, il était bon, la descente allait bien, mais la rivière Saint-Maurice est ratoureuse. Une rivière sombre, douteuse. Puis il est conjugué avec la pitoune qui est ronde et qui est difficile à contrôler, qui se jamme des fois, qui se coince. À hauteur de la baie de Shawinigan, dans les chutes de Shawinigan, dans ce coin-là, le beau Louis avait disparu en dessous d'un de ses bureaux de bois. Il n'était pas remonté à la surface. Les boys, les collègues de Louis sont arrivés en ville. La belle Mathilde attendait son homme avec impatience. Pas de nouvelles de lui. Jusqu'à ce qu'un des gars vienne dire à Mathilde que Louis s'était noyé.
dans le coin de la pointe à Bernard, à peu près. La pauvre Mathilde, la journée suivante, la nuit suivante, avait enfilé sa belle robe blanche de mariée qu'elle avait préparée tout l'hiver durant, avait mis le beau voile, était montée en haut de la chute et s'était jetée dans le vide pour aller rejoindre son beau Louis. Il y en a qui disent que depuis ce jour-là, Mathilde Gélina cherche son beau Louis. On la voit errer des fois sur les abords de route, une forme blanche, une dame blanche en robe de mariée. Si vous l'avez percevée, faites-la monter avec vous. Ne lui parlez pas. Ne touchez pas sa robe. Parce qu'elle pourrait se saisir de votre âme, puis pourrait repartir avec Mathilde jusqu'à la fin de l'éternité. Dans un cri strident qui nous arrive encore parfois d'entendre dans le coin de Shawinigan. Il était une fois un vieux fleuve. Ce fleuve avait coulé le long de la montagne, à travers les rochers. Il avait traversé des plaines, il avait traversé des champs, il avait traversé des villes. Il s'était chargé de tous les parfums des paysages qu'il avait rencontrés. La garrigue, la steppe, les marchés aux épices. Le vieux fleuve, fier et tumultueux, avait tracé sa route, tracé encore son chemin jusqu'à la mer. Quand commence cette histoire, le vieux fleuve s'était perdu dans le désert. Pendant des jours et des jours, il avait cherché son chemin. Mais partout autour de lui, il n'y avait que le sable, les dunes et l'immensité à l'infini. Épuisé, découragé, le vieux fleuve a fermé les yeux. Et tout à coup, il a senti une vibration. C'est comme si chaque grain de sable prenait vie. Une voix est venue murmurer dans le creux de son oreille. Le vent peut traverser le désert. Le fleuve le peut aussi. Le fleuve a ouvert un œil, il a rassemblé le peu de force qui lui restait et il a protesté « Mais je suis un fleuve, je ne sais pas voler, je ne sais que couler. » La voix des sables a murmuré « Laisse-toi porter. Par les airs, il existe un autre chemin. Mais je suis un fleuve, je coule, je trace mon lit, je guide ma vie. Je ne veux pas prendre un autre chemin. » La voix se faisait de plus en plus lointaine. Laisse-toi porter. Par les airs, il existe un autre chemin. Le vieux fleuve est redevenu silencieux. Le vent s'est levé. Le vieux fleuve a frémi, il a poussé un long soupir. Le vieux fleuve s'est transformé en un millier de gouttelettes, imperceptibles. Le vent a soulevé le fleuve brume et il a soufflé, soufflé, soufflé. Tu marchais sur le bord de l'eau, je n'apercevais que ton dos. Tu marchais sur le bord de l'eau, il était bien trop tôt. Tu marchais sur le bord de l'eau, je n'apercevais que ton dos. Tu marchais sur le bord de l'eau, il était bien trop tôt. Et plus tu t'éloignais de moi, et plus je reconnaissais encore tes pas. Et plus tu t'éloignais de moi, et moi je danse une mazurka. Et plus tu t'éloignais de moi, et plus je reconnaissais encore tes pas. Et plus tu t'éloignais de moi, et moi je danse une mazurka. Pa la 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 la.
pa la 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 la. Pa la 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 la. Pa la 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 la. Et plus tu t'éloignais de moi, et plus je reconnaissais encore tes pas. Et plus tu t'éloignais de moi, et moi je danse une mazurka. Et plus tu t'éloignais de moi, et plus je reconnaissais encore tes pas. Et plus tu t'éloignais de moi, et moi je danse une mazurka. Là-bas, au loin, par-delà le désert, au cœur de la vallée, un ruisseau est né. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est les jumeaux Adam. Moi, c'est Sam, lui, c'est Tom, puis c'est moi le porte-parole. Un matin, maman, elle pleure dans la douche. Ça fait qu'on a au moins 5 minutes pour vous jaser de quelque chose. On est à la recherche d'informations. C'est parce qu'on a ouvert son compte Facebook, puis ça capote. Le monde est viré sur le top. C'est quoi l'affaire? Ça a viré une brosse à la grandeur de la planète, une brosse à la même marque de bière, puis là, le monde dégrise plus pantoute. C'est tout ça? Tu sais, c'est pas parce qu'on est haut de même qu'on n'a pas le droit de savoir. C'est quoi qui se passe dans le schlag? Ah, puis dans le monde, un coup parti. Pourquoi maman, elle nous embarre depuis une couple de jours? Pourquoi elle a stallé dans l'entrée le panier de linge sale qui sent les petits pieds de son épais de nouveau chum pour pas qu'on s'essaye à ouvrir la porte? Pourquoi la clé de la porte, maman, elle l'a cachée dans le sac de chips au vinaigre, puis que le sac de chips au vinaigre, elle l'a planqué sur le top du frigo? Pourquoi maman veut plus qu'on sorte? Qu'est-ce qu'on y a fait au dehors? Avant, ça se passait pas de même. Dans le temps, maman, quand c'était le temps de dire bye pour la journée, même avec les oreilles sales, on pouvait l'entendre soupirer de... Tom, il dit que c'était du soulagement. Du lundi au vendredi, mais là, on peut plus y aller, là, c'était le pénitencier. Le samedi puis le dimanche, on pouvait partir pour toute la journée, on courait un peu partout, puis un peu nulle part aussi. Dans ce temps-là, je te le dis, maman, elle nous donnait un béco sa casquette, puis elle respirait fort. On ne devait pas être reposant. Ça, c'était avant. C'était dans l'ancien temps. Maintenant, depuis une couple de jours, c'est comme plus pareil. Elle nous demande plein d'affaires, elle veut qu'on reste dans la maison, elle veut qu'on l'aide avec la vaisselle. C'est drôle parce que elle voulait pas qu'on la fasse. La vaisselle avant, depuis que Tom il avait échappé 6 assiettes d'une shot une fois à Noël, là, tu t'en rappelles, Tom? Ben oui, c'est toi qui l'avais fait. Elle veut qu'on fasse la table, qu'on fasse nos chambres. Wow! Elle veut qu'on y fasse des pièces de théâtre aussi le soir. C'est drôle, ça. Qu'on check des films. Ah, elle dit, mes petits gars, regardez tous les films que vous voulez. C'est ma tournée. Avant, la TV, c'était rien que 3 heures par jour. On s'était habitué, mais l'autre jour, on s'est tapé toutes les Matrix, sans s'arrêter. Il pleuvait, tu sais. Après, on a fait des drôles de rêves. Là, elle va bientôt sortir, fait qu'on n'a pas le temps de te compter ça. Mais maintenant, c'est plus pareil, comme. Tu devrais voir en bas de chez nous. Il n'y a plus un chat, il n'y a plus de bataille, il n'y a même plus de pimpon, il n'y a plus personne. Le facteur, là, il continue de passer, mais lui avec, il est bizarre. Il nous regarde comme avec des gros yeux, c'est vrai. Il nous tend le courrier, bien effrayé, comme si, je sais pas, comme si on avait de quoi, comme... Tom, il dit comme quelque chose de contagieux. Je pense que c'est moi qui parle, hein. Tôt à matin, puis ça explique peut-être pourquoi à un moment elle pleure. Peut-être. On a joué au jeu du sous-marin. Ça, le jeu du sous-marin, s'il y a des petits culs et des petites filles enfermées qui n'ont plus d'idées, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est pas bien compliqué, là. Ça prend un plancher, mettons, une assiette pour le volant, ça prend une casquette aussi, parce que dans le jeu, c'est toi le capitaine. Ah, puis ça prend bien de l'imagination. Ça, l'imagination, c'est peut-être ce qui va te prendre le plus de temps à trouver. Des fois, on ne sait pas où chercher, mais Tom, il dit qu'il y a un truc, ça se trouverait dans les livres. Il y a encore des librairies ouvertes, à ce qui paraît. Le jeu du sous-marin, en gros, c'est bien simple. Tu t'installes sur le plancher. Ah, puis il faut que tu mettes plein de coussins. C'est important, les coussins, parce que les coussins, c'est un peu comme le sous-marin. Sans coussins, il n'y a pas de sous-marin. Puis s'il n'y a pas de sous-marin, le jeu du sous-marin tombe à l'eau. On continue? Ouais. Si vous êtes 2, il peut y avoir 2 capitaines. À la maison, on peut peut-être même être tous des capitaines si ça vous tente, parce que comme ça se passe en dessous de l'eau, ce jeu-là, personne ne va le savoir. Même pas le voisin. Un matin, maman, elle passait la mop parce qu'elle fait ça une fois par semaine. Le plancher, il était tout trempe. Ça rajoutait du réalisme à notre jeu. Ça faisait bien notre affaire. À un moment donné,
tout allait bien, là. On revenait de bien loin, puis on approchait d'Hochelag, puis maman, elle a glissé. Maman, c'est la personne qu'on aime le plus au monde après Carrie Price, là. Ça fait que c'est comme si tout s'était mis à se passer au ralenti. Ouais, comme dans le film Matrix. Fallait pas qu'elle tombe. Moi et Tom, on a mis nos petits bras dans les airs pour pas que, tu sais, ça y fasse mal. Mais maman, elle a pas pu s'empêcher de tomber sur nous. C'était bizarre. Il y a eu comme plus de bruit. Dehors, on n'entendait rien aussi. Les oiseaux étaient allés se promener ailleurs, là, sont revenus. Il y avait personne qui jouait dans la rue. Le monde était comme sur stop. Quand maman tombe à terre, le monde s'arrête. Elle bougeait pas. Elle bougeait plus, puis elle est partie à rire. Ça aussi, c'était bizarre. Elle riait. Hey, elle riait tellement qu'elle braillait comme en ce moment dans la douche. Elle s'est relevée. Elle nous a montré le coin de la table en vite, puis elle nous a dit que si elle n'avait pas barré la porte, que si on n'avait pas mis tous les coussins à terre, que si on n'avait pas joué au sous-marin, parce que dans le fond, tout le monde joue au sous-marin ces temps-ci, elle serait peut-être... elle a dit morte, hein, Tom? Maman, elle a vidé l'eau de la mop. Elle avait même pas fini la job, puis elle a sauté dans la douche. Elle nous a dit qu'en sortant, on irait prendre une marche. Rien que 5 minutes, là, M. Legault. Après ça, elle a dit qu'on va revenir puis qu'on va se coller sur le sofa. Ça va sonner fou, mais finalement, la quarantaine, c'est rien qu'une manière de se rapprocher. Il y a un petit temps de ça déjà, je vivais à Perpignan. Il y avait un de mes voisins, il partait plusieurs fois par année jusqu'au Maroc et on traversait des frontières. Un jour, on jasait, et là, il me dit « T'es conteuse, ça? » Le lendemain, il est arrivé avec une grande page blanche, des dessins, et tout écrit à la main. C'est un de mes amis qui l'a écrit, cette histoire-là. Maria. Elle ramasse tous les bouts de papier, tous les bouts de craie, tous les bouts de crayon, de stylo qu'elle trouve, partout. C'est une petite bonne femme, avec une longue tresse noire sur la tête. Le soir, quand le soleil s'est couché, qu'enfin les pierres peuvent libérer toute la chaleur qu'ils ont accumulée dans ce village-là, au milieu du désert, les enfants rient, courent partout dans les rues et sur la place de l'église. Maria, elle habite une maison un peu à l'extérieur du village, sur une colline. Quand la chaleur commence à descendre, elle s'en va. Un soir, elle arrive sur la place et là, elle voit un étranger. Elle s'approche. Il est debout devant un chevalet en bois, une toile blanche posée. Elle regarde faire. Elle voit apparaître l'église, la lumière. Elle a presque l'impression qu'il arrive à peindre le vent aussi. Ce vent-là qui, le matin même, avait soufflé le sable, empêché tout le monde, plus que le soleil, de sortir à l'extérieur. Elle regarde. Quand la nuit tombe, elle retourne doucement chez elle. Chez elle, le soir, les hommes prennent des guitares et les femmes se mettent à danser. Ce soir-là, elle suit pas jusqu'à chez son oncle. Elle reste là. Elle va dans sa chambre. Elle récupère une boîte où elle a accumulé tous ses bouts de papier et toutes ses couleurs. Elle sort, s'assoit sur le banc devant la maison. Elle regarde l'horizon, le coucher du soleil, qu'elle essaye d'attraper du bout de ses crayons. Un trait, des couleurs. Tout à coup, elle voit l'artiste juste devant elle. Il est là. Il la guide.
Il l'aide à choisir la couleur. Comment faire un trait pour donner un peu plus de profondeur à son dessin ou un tel mouvement. Il l'accompagne. Elle voit le soleil rouge sur sa feuille. Et là, tout d'un coup, le feu sur son dessin, le feu qui court partout, jusque dans sa maison, le feu partout. Maria! Maria! Elle lève les yeux. Elle voit sa mère qui tient une feuille blanche dans ses mains. Ma fille, t'es une artiste? Elle remet le dessin à Maria. Elle voit le coucher de soleil. Elle lève la tête. Et dans la noirceur, sur le chemin qu'elle sait qui serpente jusqu'au village, elle voit une petite flamme qui s'en va doucement. Elle regarde le dessin encore. Elle retourne. Derrière, c'est écrit « Maintenant que tu sais que l'art est en toi, tu seras plus jamais seul. » Ce soir, comme Bessalem m'a offert cette histoire, je te la donne. T'es déjà là? Non, non, reste. Écoute, quand j'ai entendu parler du projet de Conte en quarantaine, j'ai tout de suite embarqué. Je me suis dit que si avec mon petit talent, je pouvais te changer les idées, eh bien, ça serait déjà ça. J'ai un concept, c'est-à-dire, je vais me faire une tisane, et puis ça va nous détendre tous les deux. Puis le temps que ça va se faire, le temps d'une tisane, en fait, je vais te raconter l'histoire. Ça te va? Ça commence comme ça. Au départ, c'est sûr que mon idée, c'était de te conter un conte des années 90, ma spécialité. Un conte des années 90, dans le temps que j'avais un groupe rock, Maelstrom, concert à bénéfice, cégep de Sherbrooke, concert pour ramasser des fonds pour les étudiants pour un Tibet libre. C'est ça que j'avais en tête. Mais là, je me suis dit, il faut vraiment changer les idées au monde et que ce serait mieux que ça se passe il y a plus longtemps et plus loin, en fait. Plus loin. Ce serait sûrement ça la solution, c'est ce que je me suis dit. Donc, l'histoire va commencer en Russie. C'est loin, ça, la Russie. Ça va commencer en Russie. Donc, en Russie, vivait Lukovide. Lui, il était heureux dans ce temps-là parce que, il était à l'aise avec le concept de tsar vertical, puis, et puis, un jour, il va apprécier la poutine. Donc, non, il était bien là. La seule chose qui pesait, c'était l'anonymat. Le monde ne le reconnaissait pas, le monde ne le voyait pas. C'est comme s'il était translucide, ce qui était un peu aussi, il faut le dire. Mais donc, c'est pour ça qu'il a décidé à un moment donné, quand il a eu 19 ans, quand Lukovide a eu 19 ans, il a décidé de voyager. Il a fait comme beaucoup de gens font quand ils décident de voyager. Hein? Il a pris un globe terrestre, puis il te l'a fait tourner, puis son doigt, il s'est arrêté, évidemment, sur une chaîne de montagne. Globe terrestre, 3D. Donc, la plus haute chaîne de montagne, destination Tibet. Donc, Lukovide part. Et peu de temps après, arrive au Tibet. Et puis là, lui, il voulait sortir d'anonymat, il voulait être connu, donc il s'est dit il fallait qu'il travaille sur lui. Et puis, quoi de mieux pour travailler sur soi que de rencontrer un sage? Puis au Tibet, quand tu veux rencontrer un sage, c'est assez facile. Il y en a partout. Là. Tu ne peux pas lancer un show au Tibet sans pogner un sage. Donc, trouve un sage et se met en apprentissage. Le sage, ça le dérangeait un peu parce que Lukovide veuille être populaire, c'était pas dans ses valeurs à ce sage-là, à très peu de sages d'ailleurs, mais quand même, il a vu Lukovide pour ce qu'il était. Il a vu sa vraie nature.
Et puis, il a décidé de l'aider. Et ce qu'il a vu, en fait, c'était que Lucovid était un Yéti. Il était un peu translucide, comme le sont tous les Yétis, évidemment. Et il a décidé de faire travailler Lucovid sur lui. Il a dit, si tu veux grandir, si tu veux être reconnu, il faut que tu aies ta plus infime partie de toi-même. Il faut que tu deviennes le plus petit Yéti. Ta plus petite expression du Yéti. Fait que là, il l'a fait travailler en lui. Et comme si cette chaîne de montagnes-là, tibétaine, savait qu'elle allait un jour abriter les déchets nucléaires chinois, il y a comme quelque chose de moléculaire qui s'est passé. Et puis, Lucovid a atteint son infini Yéti petit. Et là, il s'est multiplié. Il est comme devenu multiple. Il était prêt à voyager. Il était prêt à être reconnu. Évidemment, dans sa très grande sagesse, le sage il a pointé la Chine. Et c'est comme ça que Lucovid est entré en Chine. Pas autrement. Et puis là, je veux dire, il y en a qui doutent. Là, ils disent, c'est comme ça que Lucovid est rentré en Chine, pas autrement. Wow. D'abord, il y a plein de questions là, qui m'arrivent en tête. D'abord, pourquoi c'est que tu sais que c'est un Yéti s'il est transparent, tu sais. Je veux dire, même comme compteur, à un moment donné, il faut que ça fait sens. Là, je vais te le dire. Encore aujourd'hui, on se demande, Lucovid, Yéti là ou Yéti pas là? Ça, c'était mon histoire. Pour te changer les idées, hein, en temps de quarantaine. Puis quand tu vas sortir de ta quarantaine, j'aimerais ça que tu gardes pas des séquelles, que tu sois pas comme amer envers tous les Asiatiques. Là, je veux dire, comme ça s'est vu. Là. Il y a des gens qui vivaient comme une certaine crainte. Non, c'est pas la faute aux Chinois si c'est arrivé en Chine. C'est arrivé de même. Mais si vraiment hein, tu veux en vouloir, t'es comme ça, quelqu'un de rancunier, puis tu veux en vouloir au gouvernement chinois, tu peux y en vouloir. Mais pour l'annexion du Tibet. Parce que ça, c'est un choix qu'ils ont fait. Là-dessus, tu comprends bien que ma tisane achève de bouillir et que, à force de ne pas être engagé, j'ai décidé de devenir moi-même engagé. Alors, là-dessus, ben, cette histoire-là fait peut-être juste commencer pour toi. Bonne fin de quarantaine. On se revoit de l'autre bord. Il n'y a pas très longtemps vivait une femme. Elle était blonde, enfin, brune, rousse, décolorée. Ses cheveux étaient aussi lisses qu'ils étaient crépus, et son âge n'a pas d'importance dans l'histoire que je vais vous raconter. Elle vivait dans un petit pays entre le nord et le sud, juste entre l'est et l'ouest. Elle était enfermée en haut d'une tour, et il existait 2 raisons à son confinement. La première raison, c'est qu'un mal s'était répandu à travers le pays, et jusqu'aux pays voisins, et jusqu'aux pays voisins des pays voisins. Ce mal qui se répandait, on l'appelait le coronavirus. Le mal se répandant partout, les rois et reines décidèrent de faire passer le message. Il est interdit de sortir, car notre ennemi est là dehors. Évitons-le pour le détruire. La deuxième raison est plus ancienne. Oui, il y a plusieurs années, elle avait été faite prisonnière par un dragon. Non, par Barbe Bleue. Un mauvais diable, enfin, un homme. Une brute. Mais contrairement aux histoires que l'on trouve dans les livres, son tortionnaire ne se promenait pas la nuit autour de la maison. Non, il dormait bien au chaud, à l'intérieur. Elle préparait ses plats et elle partageait même sa couche. La porte était ouverte, mais jamais elle ne sortait. Ou alors, quelques heures, quand la fureur de l'homme était trop grande, elle partait se réfugier chez une amie ou chez sa mère. Et elle revenait et le retrouvait calme, détendu et plein d'excuses. Mais là, malgré la colère, malgré les cris, malgré le vin, malgré les coups,
il est interdit de sortir, car notre ennemi est là dehors. Évitons-le pour le détruire. Il est interdit de sortir, car notre ennemi est là dehors. Il est interdit de sortir. Cette histoire a plusieurs fins. Elle brava l'interdiction et décida de sortir. Elle resta enfermée, jusqu'à la fin des temps. Un jour, n'y pouvant plus, elle assomma son tortionnaire. Un soir, ivre de rage, il la frappa si fort que plus jamais elle n'eut à craindre un autre coup. Même si dehors le mal nous guette, il y a des diables qui se trouvent à l'intérieur de nos fenêtres. S'il est interdit de sortir, il n'est pas interdit de s'enfuir.